Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir de revenir sur la 98.7 Océan FM dans l'émission Océan Politique pour décortiquer avec mon invité l'actualité politique nationale. Nous saluons au passage tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent sur la bande FM et sur le bouquet canal Horizon 846. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Malik Kébé. Bonjour, M. Kébé. Oui, bonjour, M. Diouf Abdou. Et nous sommes véritablement ravis de cette invitation et nous sommes véritablement contents de rencontrer la radio Océan FM. Et au passage, nous saluons M. le directeur de la radio. Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop. Nous saluons bien sûr l'ensemble du personnel. Et véritablement, l'accueil a été formidable. Et fondamentalement, nous allons effectivement essayer de travailler ensemble pour que véritablement nos auditeurs soient à la hauteur de ce que nous sommes. Voilà. Merci, M. Kébé. On passe automatiquement à la présentation de l'invité. Alors, qui est M. Malik Kébé? M. Malik Kébé est ingénieur en aménagement et juriste. Il est le deuxième adjoint au maire de la commune des Parcelles Assainies. Il est également ancien député de la 14e législature. Il a créé un mouvement qui s'appelle Horizon Sénégal, dont il est le président. Monsieur Kébé, vous confirmez cette brève présentation? Oui, tout à fait, effectivement. D'abord, bien sûr, on vous remercie beaucoup pour la présentation. Effectivement, c'est ça. Donc, je suis ingénieur en aménagement urbain et en même temps juriste, ayant fait durant plus de 25 ans dans les cours des tribunaux. Voilà, bien sûr, je suis deuxième adjoint au maire effectivement de la ville des Parcelles Assainies. Ok. Et si vous avez d'autres éléments à rajouter sur cette brève présentation Non, bien sûr que je suis un ancien député de la 14e législature. Et la législature qui est la législature effectivement de transition. Tout le monde sait que c'est une législature qui a duré 2 ans. Et là aussi, nous avons fait un travail remarquable durant ces 2 ans-là, avec les missions et véritablement beaucoup de questions écrites et des questions orales. Et fondamentalement, nous en sommes à là. Donc voilà la présentation donc, dont on est. Voilà. Ok. Vous avez créé un mouvement qui s'appelle Horizon Sénégal. Vous l'avez créé en quelle année et quels sont ses objectifs? Oui, c'est vrai. Nous avons mis en place effectivement donc un mouvement dénommé Horizon Sénégal. C'était effectivement donc dû au fait que j'étais membre de Taxawu Sénégal. D'abord, j'étais membre du Parti Socialiste, mais tout le monde sait que le divorce qui a eu lieu entre le Parti Socialiste et le président Khalifa Sall, dont nous étions de la mouvance du président Khalifa Sall. Mais donc, chemin faisant, nous avons été effectivement ensemble jusqu'au niveau de Yewwi Askan Wi. Et c'est au niveau de Yewwi Askan Wi, bien sûr, que nous avons été d'abord adjoints au maire. Et au niveau de Yewwi Askan Wi aussi, par la suite, nous sommes devenus députés. Et bien sûr, les altermoiements politiques, vous savez comment ça se passe. Au niveau de Taxawu, nous n'avons pas été d'accord sur certaines décisions qui ont été prises par la décision du parti. Donc la décision de Taxawu. Parce qu'en réalité, nous estimions que nous sommes de l'opposition et nous devrions continuer à mener le combat. Et contrairement à d'autres qui avaient estimé qu'il fallait effectivement continuer à travailler avec Macky Sall. Et moi, j'ai dit que véritablement, Macky Sall nous a tellement fait de choses qui ne corroborent pas avec la République, parce que nous rappelons tous que le président Khalifa Sall, qui est notre mentor, a été arrêté par effectivement donc le président Macky Sall. C'est des histoires de mandat seulement. Et il ne voulait pas que Khalifa se présente et il a arrêté, il a emprisonné. Et ça, quand même, nous ne sommes pas prêts effectivement donc à digérer ça. Moi, je fais partie des gens qui disent que véritablement, si ça ne resterait que Macky Sall, nous sommes désolés. Moi, je ne peux pas aller avec effectivement donc celui à qui hier ne pouvait pas nous gober. C'est pas qu'aujourd'hui, par exemple, c'est pas qu'aujourd'hui qu'il ait besoin d'un coup de main, qu'il puisse vouloir passer par certains d'entre nous, nous faisant croire qu'effectivement que oui, on peut effectivement donc nous remettre. Non, nous sommes désolés. C'est en ces entrefaits-là que moi personnellement je me suis retiré et j'ai préféré continuer mon combat
et créé un mouvement, effectivement, donc d'autant plus que moi j'ai fait plus de 35 ans de vie politique, donc je suis assez aguerri, un ancien JS, donc assez expérimenté. Je me suis dit, ben écoutez, mieux vaut plus, parce que aussi aujourd'hui la politique, il faut qu'on apprenne effectivement à donner l'exemplarité aux jeunes, mais pas d'être des gens effectivement qui changent à tout instant et à tout moment. C'est pas intéressant. Il faut que les gens respectent effectivement donc la population dans une ligne effectivement bien déterminée que vous aurez tracée. Moi, ma ligne, c'est que j'étais dans l'opposition et Macky Sall était contre moi et il nous a créé pas mal de difficultés. Aujourd'hui, je continue effectivement donc vraiment d'être contre Macky Sall, donc d'être contre le Benno Bokk Yakaar. C'est pourquoi moi je préfère aller avec la mouvance présidentielle et créer le mouvement Horizon, dont effectivement donc je salue Madame la Présidente Fabo Kébé et l'ensemble des responsables effectivement du mouvement qui sont avec moi partout au niveau du territoire national. Il y a même des gens de la diaspora et nous avons commencé à travailler. Et nous allons bien sûr vers l'Assemblée générale effectivement donc de ce mouvement. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes un mouvement qui soutenons effectivement la mouvance présidentielle et nous sommes auprès du président Ousmane Sonko et du président Diomaye. Donc votre mouvement est un mouvement national, c'est pas un mouvement qui se limite simplement à Dakar. Non, c'est un mouvement national, Et nous entendons effectivement nous déployer au niveau de 46 départements donc, du pays et nous entendons nous déployer au niveau donc, des 14 régions effectivement du Sénégal. Parce que nous espérons que bien sûr nous avons des arguments à faire valoir. Parce que dans ce pays aussi, comme on l'a dit, la politique n'appartient à personne. La politique appartient à ceux qui croient effectivement au développement de ce pays. Parce que, alors que nous aussi, vous savez, quand on devient député de la République, vous avez en face de vous l'ensemble des ministères. C'est-à-dire que vous avez en face de vous, tous les ministres viennent en face de vous. Et vous avez l'ensemble de la documentation donc, ministérielle en face de vous. Donc vous avez le budget du Sénégal en face de vous. Donc rien ne vous empêche de connaître tout ce qui est action effectivement sur le terrain, quelle que soit la région. Vous centralisez tout. Un député centralise tout. Voilà, c'est ça. Un député, en réalité, c'est quelqu'un qui est complet. Tout à fait. Ce que les gens ne savent pas, les députés à l'Assemblée nationale, ce sont des gens qui véritablement contrôlent l'action gouvernementale. Tout à fait. Et quand on dit contrôle l'action gouvernementale, chaque année, il faut comprendre que le député, on lui fait parvenir l'ensemble des documentations de chaque ministère. Et le député a l'ensemble des documentations non seulement de chaque ministère, mais tous les programmes de chaque ministère, les députés l'ont. Alors, il s'agira peut-être bien sûr que les députés sont répartis en commissions. Si vous êtes dans 3 commissions, disons, chaque commission, il y a 2 ministères ou 3 ministères. Alors là, en ce moment, le député risque de superviser quelque chose comme 7 ministères, par exemple. Ouais, parce que les députés sont installés au ministère. Mais en réalité, ils ont toute la documentation donc, de l'État, donc en réalité du gouvernement. Okay. Alors, vous confirmez avec ceux qui disent que Macky Sall ne voulait pas d'adversaire politique, surtout avec le cas de votre leader Khalifa Sall. Mais c'est la réalité. Moi, j'ai l'impression que les Sénégalais sont amnésiques. Mais non, nous étions tous là. Et quand effectivement le président Khalifa Sall venait de gagner la mairie et que il voulait effectivement avec un ensemble de projets, effectivement le projet par exemple donc de la place de l'Indépendance, il fallait effectivement mettre des trucs souterrains, tout ça, un parking souterrain, tout ça. On a vu que le président Macky Sall et son régime se sont opposés sur beaucoup de choses. On a vu l'ancien ministre effectivement des infrastructures s'était opposé. Il y a eu pas mal de problèmes. Il y a eu l'emprunt obligataire du président Khalifa Sall qui a été bloqué. C'était Amadou Ba qui était là. Donc le président Macky Sall ne voulait pas d'adversaire politique. Parce que là, il était complètement enclin effectivement à aller dans ce qu'on appelait son deuxième mandat. Alors maintenant, après Khalifa Sall, on a vu, il n'a pas voulu d'autres adversaires. Et Dieu a fait que Ousmane Sonko est venu. D'ailleurs, bien avant Khalifa Sall, il y avait même Karim Wade. Oui, mais c'est ça. Les Sénégalais sont amnésiques. C'est-à-dire qu'il y a eu Khalifa, il y a eu Karim Wade, qui était un potentiel adversaire. Mais bon, peut-être là... Il y a même... Idrissa Seck, hein? Oui, non. Peut-être lui, il parlait de reddition de compte en son temps contre Karim Wade. Avec Idrissa Seck, il a essayé la même chose en parlant de trucs. Après, par la suite, il a essayé effectivement de se raviser avec Idrissa Seck. Mais la réalité est que le président Macky Sall ne voulait pas effectivement d'adversaire politique. C'était ça la réalité. Alors lui, il s'était arc-bouté à continuer à gérer
pour le Sénégal et continuer à ce que quand même les leaders politiques ils essayent de les éliminer un à un. D'ailleurs, beaucoup d'entre de ces leaders politiques, finalement, effectivement, étaient rangés de son côté. Et voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors, M. Kébé, vous êtes deuxième adjoint au maire des Parcelles Assainies. Alors là, on va discuter un peu sur la mairie ou bien même les Parcelles Assainies. Alors, je vais vous faire même un résumé chronologique des maires qui se sont succédés à la mairie des Parcelles Assainies. De 1996 à 2001, il y avait le maire Tété Diédhiou. De 2001 à 2008, Mbaye Ndiaye le remplace. Fin 2008, début 2009, période transitoire, vous vous en souvenez. Alors, à partir de 2009 jusqu'à 2019, Moussa Sy est devenu maire. De 2019 à 2022, il y a une probable gestion courante. Et ensuite, depuis avril 2022, Aboubakar Djamil Sané, dont vous êtes le deuxième adjoint. Alors, lui, je m'excuse. Alors, donc, en faisant ce résumé historique-là, chronologique, alors, quelles ont été, selon vous, les principaux réalisations, projets ou réalisations marquantes des maires qui se sont succédés ces dernières années dans la commune des Parcelles Assainies? Oui, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai oublié en même temps de vous dire que non seulement je suis deuxième adjoint au maire de la commune des Parcelles, mais je suis un sortant de l'ENEA, donc École nationale d'économie appliquée, où effectivement j'ai eu mon diplôme de technicien supérieur en gestion des collectivités territoriales. Oui, donc bien sûr, comme vous l'avez dit, bien sûr, les maires sont succédés. Il y a le docteur Tété Diédhiou, bien sûr, qui a marqué de son temps aussi, parce que c'était en 1996 où effectivement les communes venaient de démarrer. Et je pense que là aussi, il fait partie des fondateurs, bien sûr, de la commune des Parcelles. Je sais pourquoi on lui donne le sobriquet de celui qui a fait les fondements de la commune des Parcelles. De la commune des Parcelles. Ça, tout le monde, effectivement, donc, n'en démord sur le docteur Tété Diédhiou. Bien sûr, monsieur le ministre Mbaye Ndiaye aussi a fait de la gestion continue, bien sûr, et après Tété Diédhiou. Il y a bien sûr Moussa Sy qui a beaucoup marqué la commune, bien sûr, la réalité c'est ça. Si vous me dites quelqu'un qui a beaucoup marqué, c'est peut-être Moussa Sy. Parce que peut-être lui, il a trouvé que le docteur Tété Diédhiou a fait le fondement et le Mbaye qui a continué à faire la gestion. Mais lui, il a fait le travail de la réunification des recettes des parcelles. Parce qu'en réalité, Moussa, il bénéficie d'une expérience auprès donc, de la mairie de la ville de Dakar. Parce qu'il était auprès du président Khalifa Sall et il a continué auprès du président Pape Diop. Raison pour laquelle il savait que pour la gestion d'une bonne commune, il faut des recettes. Et là, en ce moment, il a fait ce qu'on appelle la mobilisation des recettes. Et il a fait des études, effectivement. Il a des techniciens qui ont fait des études au niveau des parcelles pour véritablement voir comment mettre en place le tableau des recettes. Et c'est avec lui, je pense que d'abord que le parcelle a démarré avec effectivement donc, des budgets de 1 milliard et quelques. Voilà, jusqu'à l'arrivée de Djamil. Donc, bon, on peut dire que Moussa, quand même, il a marqué de son empreinte dans la commune quand même. Tout en plus qu'il a fait 2 mandats et demi, parce qu'en réalité, il a beaucoup duré. Les gens lui reprochent qu'il a beaucoup duré dans la commune. Mais c'est quelqu'un quand même qui avait de l'expérience, malgré qu'effectivement la technique n'étant pas, mais l'expérience effectivement de la session communale était là. Donc Moussa a marqué de son empreinte. Et aujourd'hui, maintenant, c'est effectivement avec le Yewwi Askan Wi que nous sommes venus, avec le maire Aboubakar Djamil Sané. Et là, bien sûr, je dois dire que c'est la danse des experts, parce que là, Aboubakar Djamil Sané, c'est quelqu'un qui est un financier. C'est un financier, et c'est quelqu'un effectivement donc qui est bien plongé dans ce qu'on appelle la gestion financière. Bon, accompagné d'une équipe effectivement donc véritablement dynamique, parce que dans l'équipe municipale seulement, dans le bureau municipal, nous avons deux ingénieurs, nous avons effectivement donc deux inspecteurs d'enseignement. Ouais, donc c'est une équipe extrêmement
vraiment bien ferré. Et alors là, bien sûr, depuis que nous sommes venus, le maire Aboubacar Jamil Sané, bon, bien sûr, ce qu'on nous a appris à faire d'abord, c'est gérer d'abord la réorganisation de l'administration. Le maire Aboubacar Jamil Sané a essayé d'abord de régler le problème de l'administration parce qu'on ne peut pas aller vers un développement sans pour autant quand même que l'équipe qui vous entoure ne soit pas bien mise dans de bonnes conditions. Tout à fait. Et véritablement, bon, le maire Aboubacar Jamil Sané a acheté des ordinateurs et effectivement faire le maximum pour que vraiment qu'il y ait la digitalisation effectivement au niveau de l'administration centrale. Plus maintenant, l'état civil qui a été complètement mis à neuf est effectivement digitalisé. Parce qu'on sait les problèmes au niveau des états civils. Tout à fait. C'est des problèmes de déclaration et c'est extrêmement grave et de sérieux. Parce qu'en réalité, il y a deux formats de procédure. Il y a le côté administratif, comme je l'avais pu le dire, et il y a le côté judiciaire. C'est pourquoi on a même pris effectivement donc, un officier d'état civil qui a la maîtrise, qui est un jeune, effectivement, dont je salue la pertinence. Le jeune Beng, vraiment, qui fait un très bon travail. Donc, bien sûr, après la réorganisation de l'administration, bien sûr, le maire Jamil Sané s'est retourné maintenant sur effectivement, donc, la santé, avec la construction effectivement, de la radiographie à l'hôpital Mamabdou. Vous savez qu'il y a l'hôpital Mamabdou qui est là-bas sur place, mais il n'y avait pas de radiographie. Et, effectivement, les gens sortaient plus loin. Voilà. Et c'est un centre qui accueille... qui polarise, oui. Qui polarise, bien sûr, parce que vous savez, Parcelles, c'est plus de 200 000 habitants et plus. Parce que donc c'est extrêmement lourd. Déjà, Mme Abdou ne peut pas supporter effectivement donc, le poids des Parcelles. Déjà, on a ce problème-là. C'est pourquoi, bien sûr, il y a le projet phare effectivement de la mise en place de l'hôpital de niveau 1 au niveau des Parcelles, parce qu'on est en train de nous battre pour que la ville de Dakar puisse nous suivre. Malheureusement, avec les altermoiements politiques, tout a été bloqué. Mais en réalité, l'hôpital Mahabdou, qui est un centre de santé, va bientôt se mettre en hôpital de niveau 1. Parce qu'en réalité, vu le volume de la population, et véritablement, vu le volume effectivement donc, de types de maladies que nous avons, et il va falloir effectivement donc, diversifier, amener effectivement un bon format donc, de médecins pour pouvoir gérer effectivement donc, la population. Donc, il y a la construction de la radiographie. Bon, bien sûr, les murs des écoles qui étaient effectivement donc, à un stade avancé, on les a construits, le maire Jamil Sané les a construits. Et bien sûr, il y a le pavage encore au niveau de l'intérieur des écoles, parce que vous savez, Pastel c'est le sable, et quand on dit sable, c'est le contact effectivement donc, avec les microbes. Et là, il fallait effectivement essayer d'abord de mettre le pavage là-dessus. Et bien sûr, il y a donc, la surveillance donc, des réseaux d'eau, parce qu'en réalité, on est en temps de pluie, mais en temps de pluie, c'est les inondations. Nous avons 10 points bas où effectivement il fallait tout faire pour que ces 10 points bas qu'on puisse effectivement donc mieux les gérer. Et nous avons effectivement donc des stations effectivement donc d'épuration des eaux et des stations effectivement de pompage. Et il fallait... Ils sont fonctionnels. Oui, il y en a, c'était pas fonctionnel. Mais quand nous sommes venus, avec l'aide bien sûr que moi-même étant député, on s'est battu effectivement avec effectivement donc les services effectivement techniques effectivement donc du ministère effectivement donc de l'assainissement, avec, je me rappelle bien avec Serigne Bécham, et après par la suite aujourd'hui avec le nouveau ministre qui vient d'arriver, Cheikh Tidiane Dieye, véritablement qui nous a beaucoup aidé, parce qu'en réalité je pense que son directeur de cabinet est aussi conseiller municipal au niveau de la mairie parcelle. Il est parcellois. Voilà, donc il n'est pas là. Donc véritablement là aussi c'est le combat, et on a réglé le problème effectivement donc des stations de pompage, et on a fait le pompage tout autour, parce qu'en réalité c'est le sable qui entrait effectivement donc sur les entrailles et qui bloquait effectivement donc l'évolution des eaux. Alors maintenant ce travail là a été fait, mais bon il reste toujours, il y a des côtés qui restent toujours à améliorer. Et donc il y a la construction du building administratif. En son temps, depuis Tete Diédhiou à nos jours, on n'avait pas un building administratif fonctionnel. On prenait un immeuble qu'on louait à 2 millions. Alors depuis lors, quand nous sommes venus, on s'est dit non, il faut qu'on arrête, parce que Parcelles quand même, il y a beaucoup d'espace qu'on peut au moins effectivement donc construire un building. Et à côté de la mairie, nous avons pris l'ancien centre qui était là-bas sur place, que nous avons maintenant transformé en building administratif bientôt je pense qu'au mois de février 2026, je pense que ça va aboutir. Voilà, il y a bien sûr la réfection effectivement des routes principaux, parce que nous avons 4 routes principaux, et la route de l'unité 15, la route principale de Dior, que nous avons terminée, et on est en train de mettre en place effectivement donc la route sur la promenade des Parcellois, parce que bien sûr on s'est dit que on ne peut pas être dans une commune où les gens n'ont même pas là où se promener. Tout à fait. Mais on s'est dit, il faut que, comme le projet du maire, le maire tenait tellement à ce projet-là,
c'est un projet donc de la promenade des Parcellois. Vous allez l'installer dans quelle unité? Voilà, nous allons l'installer à l'unité entre l'axe entre la mairie et Norad. Okay. Et c'est cette voie-là que vous voyez ces temps-ci que nous avons entrepris effectivement donc un certain nombre de désencombrements. Bon, parce que beaucoup de gens, bien sûr, au-delà de leur maison, ont tiré jusqu'à prendre effectivement donc l'espace piéton. Tout à fait. Et bon, vous savez, c'est le Sénégal qui est comme tel. Les gens, dès l'instant qu'ils habitent, au lieu de s'en limiter effectivement donc aux limites effectivement donc architecturaux, aux limites effectivement urbanistiques, la plupart des gens ils mettent devant salon de coiffure, ils mettent devant des espaces pour effectivement des animaux, des trucs comme ça. Tout à fait. Et on a vu que des gens avaient beaucoup débordé et véritablement pour mettre en place l'espace donc de la promenade des Parcellois, parce qu'on s'est dit que c'est normal, il faut que les gens la nuit qui est là où se promener, qui ne soit pas effectivement la route. On a non seulement dégagé la route, mais au niveau des axes principaux à côté de la route, il y aura effectivement désormais une voie principale qui sera dégagée pour que les gens qui veulent se promener ou qui veulent marcher pour aller jusqu'à Dior, ils pourront marcher jusqu'à Dior sans pourtant toucher la route. Ça a été dur, bien sûr, parce que quelqu'un qui a construit depuis très longtemps, ou bien qui l'a loué même, il y en a qui nous disent que oui, nous payons des impenses, mais on leur dit que écoutez, même si cela a été que nous perdons des recettes, mais nous, on préfère mieux la respiration des Parcellois et la santé des Parcellois. C'est pourquoi, véritablement, ce projet-là aussi, c'est pour améliorer le cadre de vie. C'est ça, c'est pour améliorer le cadre de vie. Et ça, ça fait partie des nouvelles politiques du nouveau régime, n'est-ce pas, qui exige aux communes de travailler sur ça, n'est-ce pas? Mais bien sûr, vous savez que le nouveau régime, effectivement, donc, axe son travail sur, effectivement, donc, les pôles urbains. Bon, si on dit pôle urbain, vous savez que Parcelles Assainies seulement, parce que d'ailleurs, rien que l'arrondissement s'appelle l'arrondissement des Parcelles Assainies. Et Parcelles Assainies, la commune en tant que telle devrait être donc l'élément central, effectivement, de ce pôle urbain. Parce que quand on dit Grand Yoff, Padoua, Cambérène, Parcelles Assainies, mais comprenez que c'est Parcelles Assainies qui est l'élément phare. Donc, raison pour laquelle nous nous inscrivons effectivement à l'horizon 2050 du Monsieur le Président de la République. Tout à fait. D'ailleurs, j'allais vous poser même cette question-là et vous l'avez presque répondu. Comment évaluez-vous l'impact de ces différentes gestions municipales sur la qualité de vie des habitants et le développement de la commune? Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, vous savez, on l'a dit, moi je vous ai dit tantôt que je suis technicien supérieur en gestion de collectivité territoriale. Et d'ailleurs, le maire, quand il est venu, il m'a confié la responsabilité, effectivement, de faire le rapport, effectivement, donc, sur le patrimoine non bâti des parcelles. Parce que on a vu beaucoup de maisons délabrées, laissées en rade. On a vu des espaces non construits. Et il fallait effectivement donc faire le rapport donc des espaces non bâtis. Et nous avons fait le patrimoine non bâti des Parcelles Assainies. Tout ça, nous le faisions, c'est pour préparer effectivement donc le rapport qualité-vie des populations. Parce qu'en réalité, vous savez, nous qui sommes sortis de l'ENEA, nous sommes d'abord des urbanistes. Tout à fait. Et l'urbanisation indique quoi? Dans une commune ou dans un endroit donné, il y a des fonctions qui sont données effectivement donc à chaque place. Il y a l'espace habitation qui est dédié à l'espace habitation. Il y a l'espace marché qui doit être dédié à l'espace marché. Il y a l'espace hôpitaux ou poste de santé, centre de santé dédié à ça. Il y a l'espace éducation qui est dédié à ça. Alors si vous prenez l'espace dédié aux habitats, vous voulez en faire un espace commercial, et bien sûr ça va être la catastrophe. Tout à fait. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate dans nos villes. La mobilité. Oui, ça bloque la mobilité, ça bloque effectivement beaucoup de choses. Alors que chaque chose a sa fonction. Il faut que les gens apprennent à savoir que quand vous allez au niveau donc de l'urbanisme et que l'urbanisme vous donne vos limites effectivement de maison, limitez-vous à ce qu'on vous a donné. On ne vous a pas demandé d'aller à la mairie ou d'aller vers tel et de dire qu'effectivement je veux un décalement. Ça, les mairies, effectivement, dans son temps, l'autoriser, mais je pense que ce sera la fin de ça désormais. Parce que nous voulons que le Sénégal soit effectivement à l'aune des très grandes villes. Parce que nous sommes à Dakar. Ouais. Et Dakar, c'est une ville phare. Tout citoyen du monde, quand vous dites Dakar, il dit ah oui, je dois venir à Dakar.
Parce que Dakar n'arrête pas d'aujourd'hui. Dakar date des années 1800, 1900. C'est un carrefour international. Voilà, c'est un carrefour international. Il faut que nous, Dakar, qu'on donne l'exemple. Il faut que les gens apprennent à ce que, quand on vous donne les limites de votre maison, ne mettez pas de pot de fleurs. Ne mettez pas effectivement, donc véritablement, disons, un petit barrage en disant que oui, j'ai réservé ça effectivement donc, pour mes animaux, les moutons ou quoi que ce soit. Non, ça, il faut arrêter tout ça. Il faut que les gens sachent que les espaces dédiés, c'est des espaces pour que les gens puissent circuler librement. Pour que effectivement les véhicules puissent circuler librement. C'est ça la réglementation. Si toutes les communes travaillent dans ce sens, voilà. Je pense que ça va même faciliter le travail de l'État. C'est ça. Alors donc les communes doivent se battre pour s'imposer sur ces nouvelles... Non. On savait que, bien sûr, beaucoup de communes profiter effectivement donc de ça pour dire que ils vont prendre des recettes là-dessus. Mais en réalité, c'est des recettes qui vous coûtent cher. C'est des recettes qui vous coûtent la vie. C'est pourquoi ces formats de recettes-là, il est désormais temps maintenant de les laisser, d'aller vers d'autres recettes. De dire que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme politique pour pouvoir amener des recettes dans la commune. Mais pas des recettes qui font que des gens effectivement, donc, prennent effectivement, donc, véritablement des limites non autorisées. Et vous leur faites effectivement une autorisation précaire, ça, il faut arrêter ça. C'est pourquoi nous, au Pastel, on s'est inscrit dans ça, on s'est dit que s'il ne s'agira que de ces formats de recettes-là, il faut qu'on arrête. Il faut que désormais que les Parcelles puissent véritablement, parce que nous avons un volume véritablement d'habitants importants. Le soir, quand tout le monde descend au Pastel, vous voyez comment les gens rentrent dans les maisons, c'est autre chose. Et il ne faut pas que les gens viennent fatigués et vous trouvez effectivement des véhicules garés n'importe où, n'importe comment. Vous trouvez effectivement donc des moutons par-ci. Non, ça il faut que véritablement qu'on en arrête. C'est pourquoi le maire Aboubakar Djamil Sané, dans sa dynamique effectivement de mettre la promenade des Parcelloises, tout le conseil municipal et tout le conseil municipal et le bureau municipal lui ont donné un service total. Et aujourd'hui, il est en train de mettre en place bien sûr l'école des métiers, dont je pense qu'on vous a rencontré la dernière fois là-bas. Et véritablement, on veut que les fils des Parcellois, au-delà effectivement donc de n'avoir pas fait effectivement des études, et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et effectivement d'aller vers ce centre-là, et effectivement d'avoir un métier et de se réveiller et de se dire que dans cette zone maintenant où nous sommes, ce n'est plus le temps maintenant de rester chez soi, c'est le temps maintenant d'aller travailler. Voilà. Et quels sont les métiers qui seront enseignés là-bas? Oui, on l'a dit, il y a des métiers effectivement de plomberie, des métiers effectivement de menuiserie métallique et de menuiserie effectivement de bois. Et d'autres métiers effectivement vont être mis en place, les métiers de montage effectivement donc téléphonique et tout ça. Vous voyez, le Premier ministre est parti. Quand le Premier ministre est parti en Chine, nous nous sommes tout de suite dit que voilà, le Premier ministre a pris effectivement donc ce que nous pensions. Et véritablement, on s'est dit que cette expertise que l'État du Sénégal allait prendre en Chine est venue au Sénégal, nous aiderait beaucoup, nous qui avons des écoles de métiers, parce que les jeunes sont plus obnubilés par le portable. Aujourd'hui, le portable et effectivement donc le matériel informatique et tout ce qui est de ce domaine-là, mais les gens pourront y être formés. Il y en a beaucoup de jeunes qui n'ont pas fait les écoles, mais dans ces genres de métiers-là, ils excellent. Parce qu'aujourd'hui, c'est la connaissance et effectivement, c'est l'expérience qui permet aux gens de pouvoir s'en sortir. En tout cas, à cette école-là, nous allons insérer pas mal effectivement donc, de formation. Parce que c'est assez large quand même. Et nous aurons effectivement donc 8 ou 5 matières effectivement à y mettre. Alors, M. Kébé, on va changer un peu on va parler maintenant de l'Assemblée nationale, on va changer de sujet. Alors, cela fait maintenant à plusieurs mois que le nouveau président de l'Assemblée nationale est en poste. Alors, quel regard portez-vous sur son action et les principales réformes engagées depuis sa prise de fonction? Oui, merci beaucoup encore. D'abord, permettez-moi de féliciter le président El Hadji Malick Ndiaye. Véritablement, votre homonyme? Oui, mon homonyme. Ok. Qui véritablement, on est très content de lui, on est très fiers de lui. Moi, j'ai dit partout
Vous voyez, j'ai même amené aujourd'hui les deux documentations de l'Assemblée nationale. Vous voyez effectivement le guide donc méthodologique de l'Assemblée et les réformes engagées. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que du temps effectivement donc de Macky Sall, le président de l'Assemblée nationale n'avait pas les coups de France, disons-le. Nous avons été avec Amadou Mame Diop là-bas sur place. Nous, on savait que tout ce qui se décidait là-bas venait de la présidence de la République. Ça, tout le monde le savait. Mais aujourd'hui, ce que véritablement dont nous sommes contents, c'est cette séparation de pouvoir qui est là, qui est palpable, hein, où on voit effectivement le président Malick Ndiaye prendre ses initiatives, sans pour autant aller voir le président de la République, Diomaye, même Monsieur le Président, qu'est-ce que je dois faire, Monsieur le Président, et si nous faisons ça, ou si nous non, on ne voit pas de rapport direct comme ça, non, on voit le président El Malick Ndiaye véritablement, qui à son arrivée s'est dit qu'on lui a confié une institution. Et quand on vous confie une institution, la moindre chose à faire d'abord, c'est de voir comment améliorer l'institution. Comment améliorer l'institution? Parce que l'Assemblée nationale, c'est deux visages. Il y a l'Assemblée nationale de manière interne et il y a l'Assemblée nationale de manière externe. Et le président Malick Ndiaye, on le félicite une fois de plus. Vraiment, les grandes réformes, tout le monde sait que les problèmes du règlement intérieur que nous avions, on en a tellement parlé, hein, que véritablement le règlement intérieur était véritablement obsolète, ça a été trop longtemps. On a fait des retouches, et ces retouches-là, on le savait, c'est des retouches politiques. Hein. Hormis le règlement intérieur, il a mis en place le règlement administratif, le règlement financier. Il a fait encore ce qui est plus lorgnant, c'est le statut du personnel. Mais vous voyez que nous, qui étions députés à l'Assemblée nationale, quand nous avions demandé au personnel, les gens se retrouvaient avec des salaires extrêmement minces et avec des traitements oubliés, alors qu'ils travaillent dans une institution. Et c'est une institution parlementaire. Hein? Les gens étaient oubliés. Même effectivement sur le côté avancement donc, du personnel, les gens les avaient oubliés. Moi, Malick Kébé étant syndicaliste, hein, bon, né sous les esprits du mouvement syndicaliste, je me dis tout de suite que, mais écoutez, ces gens-là, on les avait oubliés. Alors en réalité, les présidents d'assemblée qui venaient là-bas ne se souciaient pas effectivement donc, de ce personnel-là. Et lui, il a inscrit la révision du statut du personnel. Et véritablement, avec ces trois commissions ad hoc qu'il avait créées pour le règlement intérieur, pour le règlement financier et pour le statut du personnel. Véritablement, nous étions vraiment, nous qui étions là-bas et qui avons quitté l'Assemblée, quand nous avons vu ça, mais on s'est dit, mais véritablement, hein, ce Michel-là, ah oui, il est très regardant sur ce qu'il fait. Et c'est important parce que le personnel qui vous entoure, avec qui vous travaillez, mais vous devez veiller à la qualité de travail. Et pourtant, certains critiquent une gestion trop partisane de l'Assemblée nationale sous sa présidence. Tandis que d'autres saluent une meilleure efficacité des débats parlementaires. Où situez-vous dans cette analyse-là? Non, vous savez, bon, il faut comprendre une chose. Hein. J'ai dit que l'Assemblée, c'est l'extérieur et c'est l'intérieur. Bon, tant que vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne savez pas exactement ce qui se passe à l'Assemblée. Et comment fonctionne l'Assemblée. Et quel est le rôle d'un député exactement. Il y en a qui parlent, mais ils ne savent même pas le rôle d'un député. Il y en a qui pensent que le député, c'est un chômeur. Il y en a qui disent que le député ne travaille pas. Il y en a qui n'ont rien compris de la fonction du député. Ah, il a beaucoup de... Il a du pain sur la planche. Hein, non, le pain sur la planche, c'est simple. C'est-à-dire que quand on prend des décisions au nom de la République, il ne faut pas être là à écouter donc, les critiques, effectivement, donc je les appelle les critiques de bas étage, les critiques qui, véritablement, ceux qui le font, ils ne savent même pas comment fonctionne l'institution. Parce qu'en réalité, si vous avez été député, jamais au plus grand, jamais vous nous direz certaines choses. Parce que vous n'allez pas me dire que j'ai entendu, bien sûr. Oui, le président El Malick Ndiaye, il va acheter des véhicules. Pourquoi il doit acheter des véhicules? Pourquoi nous devrons acheter des véhicules pour les députés? Pourquoi aller acheter des véhicules de 50 millions? Pourquoi? Mais en son temps, les véhicules de 110 millions qu'on a achetés, où est-ce qu'étaient les gens? Donc ça veut dire qu'il y a une réduction de 20 millions par véhicule. Non, mais je te dis que, on s'est dit que, mais nous, quand nous sommes venus, le président Macky Sall, l'ensemble des législatures qui sont passées, ont eu des véhicules. C'est des véhicules de fonction. Tout à fait. Le député, quand il doit effectivement se déplacer, quand il doit effectivement faire des missions, quand il doit aller effectivement faire un travail sur le terrain, mais il ne va pas le faire avec des chèques. Tout à fait. Il doit le faire avec un véhicule de fonction. Ouais. Et les véhicules de l'État, je ne le dis pas pour le député seulement, c'est pour le député, le ministre, le directeur, tous ces gens qui sont des exécutants de l'État du Sénégal. On doit les mettre dans de très bonnes conditions. On ne leur donne pas des véhicules de complaisance ou bien des véhicules
qui véritablement tentés après, effectivement, donc vont tomber en panne. Et on se dit, effectivement, que l'État va aller vers une maintenance. Non, pas du tout. Non, l'État ne doit pas aller dans ces histoires de maintenance-là. Quand l'État achète pour la durabilité. Et là, le président El Malick Ndiaye, trouvant que nous savait que c'était une question politique qu'on avait avec Macky Sall. Macky Sall, pourquoi il n'avait pas acheté de véhicule? On savait que, bon, il s'est dit certainement, quand je vais acheter des véhicules, je vais donner aux gens de Yewwi, ils vont faire le tour du Sénégal pour mener la politique. On savait que c'était à cause de ça qu'ils ne voulaient pas effectivement donc remettre les véhicules. Et ils nous avaient donné effectivement donc 900 000. Mais ces 900 000 là, mais moi qui vous parle, on a pris nos 900 000 qu'on est allé remettre à une banque pour avoir un véhicule. C'est la banque qui m'a acheté un véhicule effectivement. Et là, j'ai tourné avec ce véhicule-là. Il y en a qui ont eu la malchance, les véhicules occasionnels qu'ils avaient achetés. Parce qu'un véhicule, donc venant que vous pouvez acheter, vous ne pouvez pas acheter un véhicule tout à fait neuf. Vous ne pouvez pas l'acheter effectivement à 25 ou à 30 millions. Vous pouvez acheter qu'un véhicule effectivement donc d'occasion. C'est les véhicules d'occasion qui sont jusqu'à 25 millions. Mais un véhicule neuf qui sortant de l'usine, effectivement avec véritablement donc des garanties sûres pour 5 ans. Parce qu'en réalité, si vous devez aller jusqu'à Tambacounda, si vous êtes président de la commission effectivement donc mine et industrie, ou bien président de la commission des commissions dures, ou bien président de la commission environnement, ou membre de la commission environnement, et que vous devez aller effectivement aussi loin que ça, mais c'est autre chose. Tout à fait. Donc c'est pourquoi moi, vraiment, véritablement, je ne rentrerai pas dans ça. Moi, dans mon mental et dans ce que j'ai appris de l'administration, tous les cadres de l'administration ou tout ce qui concourt à l'organisation de l'administration et au grand développement de l'administration, parce qu'ils contribuent tous, que ce soit la présidence, que ce soit la primature, que ce soit l'Assemblée nationale, ils contribuent tous pour créer un développement accru du Sénégal. Et ces gens-là, on ne va pas les laisser se déplacer effectivement avec n'importe quel moyen. On va les déplacer avec des moyens bien déterminés par l'État du Sénégal. Raison pour laquelle le député, par ricochet, il ne peut pas ne pas y avoir effectivement de véhicule. C'est au Sénégal qu'on parle. Le Sénégal, le député, vous prenez l'Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal où le député est le moins payé. Moi, j'ai été pas trop longtemps en Côte d'Ivoire l'année passée, mais j'étais avec tous les députés effectivement donc, de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand on m'a demandé, je n'ose même pas dire mon salaire. Quand je lui ai dit qu'effectivement, moi j'ai 1 million 300, et ils m'ont regardé, ils m'ont dit non, le Sénégal a 3 millions, mais non, nous avons 1 million 300. C'est pas trop longtemps que nous avons reçu effectivement 900 000 d'indemnités, et c'est pour le véhicule. Mais rien que la Côte d'Ivoire, ils ont 3 millions et quelques, plus le véhicule, plus le carburant, plus tout ce qui s'ensuit. Sans compter, moi, et puis je vous dis une chose, Sénégal, quand on est député, on a l'impression qu'on ne vous respecte pas. Moi, quand je suis descendu à l'aéroport, effectivement, donc de Fête-Boigny, mais je n'ai même pas touché le sol. Mais le service protocolaire a tout pris en charge. Ils ont tout fait. Mais c'est qu'au Sénégal que vous venez, effectivement, que les députés manquent de considération. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est extrêmement dangereux. Moi, je plaide fondamentalement pour que, véritablement, que l'on respecte les députés. Parce que c'est quelqu'un qui a effectivement donc un pouvoir donné par le peuple et qui doit l'exercer et représenter le Sénégal au niveau national comme au niveau international. Ça, c'est important. Alors, parlons maintenant de la reddition des comptes, est souvent évoquée dans les discours politiques de notre pays, mais peu de procédures aboutissent réellement. Selon vous, quelles sont les principales entraves à une justice transparente et indépendante dans ce domaine? Oui, bon, là, je pense que la reddition des comptes, comme on l'a dit, d'abord, un nouveau pouvoir qui arrive, effectivement, se doit d'abord, effectivement, de faire, effectivement, donc l'évaluation des finances publiques. Et là, véritablement, on salue le président Diomaye et véritablement le travail mené par le Premier ministre, M. le président Ousmane Sonko, véritablement, d'abord, faire l'évaluation des finances publiques. Et effectivement, donc, l'exploitation des rapports effectivement de la Cour des comptes, bien sûr, avec le fonds Force Covid, tout ça, parce que nous étions tous là et nous savions que quand même, il y a eu des désiderata, il y a eu véritablement, c'est ça d'ailleurs que les Sénégalais ont sanctionné. Les Sénégalais ont sanctionné véritablement donc des détournements et véritablement surtout au niveau donc du fonds Force Covid où effectivement on voyait que les gens effectivement donc allaient effectivement donc vers véritablement la bamboula et ça véritablement ça avait déçu tout le monde et raison pour laquelle la première des choses c'était de remettre ces rapports là
à la justice. Donc la justice, effectivement, donc véritablement traque effectivement donc ceux qui n'ont pas géré bien les deniers de l'État, parce que les deniers de la République aussi. Les Sénégalais, c'était le maître mot. On avait tous dit, il faut tout faire pour que véritablement que nos deniers, qu'on sache où cela est passé. Si les gens ont fait le travail qui s'y est, si les gens en ont fait autre chose, mais il faudrait véritablement que l'on sache au niveau de la justice où sont passés nos deniers. Et véritablement, pour la réduction des comptes, moi je dis que c'est normal la réduction des comptes, et tout pouvoir qui vient d'arriver se doit de faire la réduction des comptes. Et puis d'ailleurs, nous sommes tous d'accord là-dessus. Peut-être le Sénégalais est un peu sensible bien sûr à ce qu'on appelle une arrestation. Bien sûr, le Sénégalais avec son fibre donc sociale et a horreur des arrestations. Son masla. Voilà, son masla. Mais il faudrait comprendre que la loi, c'est la loi. La loi indique à ce que si vous prenez effectivement, donc, si vous mélangez l'argent donc l'argent public et votre poche, là en ce moment vous risquez bien sûr effectivement d'aller effectivement courir en prison. Parce que effectivement les deniers publics comme la loi l'indique, effectivement donc c'est bien décrit dans le code de procédure pénale et dans le code pénal, comme quoi que effectivement c'est des délits. Effectivement, si vous prenez l'argent d'autrui, surtout l'argent effectivement donc du public. Et véritablement, il y en a même au-delà de l'argent public, il y a la question donc du foncier. Ouais. C'était plus dur. Des gens se sont enrichis à travers ce foncier. Des gens ont trompé, je ne dis pas Macky Sall même, je peux remonter jusqu'au président Abdoulaye Wade. Il y a aujourd'hui des gens qui sont devenus milliardaires parce qu'ils ont trompé le président Abdoulaye Wade. Tout à fait. Il y a des gens qui ont pris des hectares et des hectares. On pensait que c'est des gens qui étaient prêts à faire effectivement des programmes immobiliers. Parce qu'en son temps, les programmes immobiliers, en son temps, c'était géré par la SICAP et la SNHLM. Mais il y en a qui ont détourné le président Wade en lui disant que non, enfin, nous sommes prêts effectivement à mettre effectivement donc des villas et des trucs pour les gens des privés. Mais quand on a remis les terrains, on a vu ce qu'ils en ont fait. Tout à fait. Certains sont devenus des milliardaires là-dessus. Il y en a d'autres effectivement du temps de Macky Sall et sont allés effectivement véritablement s'accaparer donc de terre par la force des choses et aujourd'hui devenus des milliardaires comme ça. Non, ni apprenant à l'école ni rien, d'un seul coup vous devenez milliardaire comme ça. Donc tout ça, le peuple sénégalais l'avait vu et le peuple sénégalais avait dit qu'il faut qu'on arrête ça et il faut qu'on sanctionne ça. Parce que quand même, si on doit continuer comme tel, ça veut dire qu'il y aura effectivement le monde des riches et il y aura le monde des pauvres. Donc, pensez-vous que les organes de contrôle comme la Cour des comptes ou l'OFNAC disposent des moyens et de l'indépendance nécessaires pour remplir efficacement leur mission de veille sur la gestion des deniers publics? Oui, bon, disons... on se dit que ce que la loi leur donne, la loi leur donne l'ensemble effectivement des moyens pour pouvoir effectivement contrôler. Alors maintenant ces organes de contrôle, quand ils font le travail, c'est vrai qu'ils donnent les rapports effectivement aux politiques. Okay. Quand ils terminent le travail, les rapports sont remis aux politiques. Alors maintenant, c'est aux politiques de pouvoir exécuter et de ne pas pouvoir exécuter. Et c'est ça où se trouve le problème. Après effectivement que ces organes de contrôle aient fait le travail, véritablement les rapports en son temps étaient transmis au président de la République. On a entendu le président Macky Sall dire que oui, je mets le coude sur certains rapports. Tout à fait. Et là, ça posait problème. Alors que ces rapports-là devaient continuer de faire le circuit. Ceux qui devaient aller vers la justice, mais aller vers la justice. Ceux qui devaient aller vers la chambre maintenant disciplinaire, qui est véritable disciplinaire. Parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'aller vers le côté pénalement parlant. Il y en a qui peut-être pourront être amenés vers la chambre disciplinaire où effectivement, si c'est des questions de remboursement, ils remboursent quoi que ce soit. Mais si c'est des délits, effectivement, c'est un délit qui est constaté, dans ce moment, c'est effectivement donc pas devant le procureur et pas devant effectivement le juge d'instruction. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Bon, malheureusement, avec le président Macky Sall, on a vu qu'effectivement il y avait beaucoup de rapports qui avaient été bloqués. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, véritablement, on le salue. C'est nullement l'affaire du Premier ministre, nullement l'affaire effectivement du président de la République. Tous les rapports sont transmis à temps et que véritablement, si on voit qu'effectivement, donc bien sûr, il y a
il y a l'évaluation donc qui est en train d'être faite déjà pour déjà ceux qui ont quitté leur poste, et on est en train d'évaluer pour voir effectivement donc est-ce qu'il n'y a pas eu de désidata par derrière. Mais si on découvre des choses aussi, au-delà de ces rapports effectivement la Cour des comptes aussi, ces gens seront traduits devant la justice, parce que aussi ça ne nous appartient pas, ça appartient à tout le Sénégal, ça appartient au Sénégal. Et même c'est une demande sociale, hein. C'est ça. Les Sénégalais veulent savoir la fin ou bien les conclusions de ces rapports-là. Non seulement c'est une demande sociale, mais c'était également des promesses. Mais c'est des promesses électorales. Nous tous, nous étions dit que il fallait tout faire pour que véritablement que désormais qu'on ait le sérieux dans ce qu'on appelle les finances publiques. Parce que vraiment ce qu'on a vu durant ces 20 ans passés, c'est la catastrophe. On a vu des gens qui véritablement devenus ministres sont devenus milliardaires. On a vu des gens devenus proches du pouvoir sont devenus des milliardaires. Et ça, il faut que ça s'arrête aussi. Parce qu'il faut, finalement, ça va bloquer effectivement donc le culture de l'excellence. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des gens qui ont fait des études et qui se battent effectivement pour aller effectivement vers l'excellence. Mais si vous prenez la médiocrité, que vous mettez devant l'excellence, en ce moment, ça vous pose des problèmes. Et fondamentalement, c'est ce qu'on a vu durant ces 20 dernières années. Et on a dit qu'il faut que ça s'arrête, il faut qu'on retourne à l'orthodoxie. Si vous voulez effectivement devenir milliardaire, allez faire le commerce, allez vers effectivement donc l'industrie, allez vers effectivement donc la pêche ou quoi que ce soit. Mais faites tout pour que vous faites travailler des Sénégalais, pour qu'on comprenne que vous êtes enrichi parce que vous avez fait du commerce ou vous avez créé des industries ou quoi que ce soit. Mais vous ne pouvez pas ni créer industrie, ni véritablement se faire. Vous n'avez rien fait de ça. Tout simplement parce qu'on vous a remis des terrains que vous avez vendus pour vous enrichir et que ces terrains ne vous appartiennent pas, ça appartient au peuple sénégalais. Ah non, ça quand même, notamment, il faut arrêter. C'est pourquoi, et puis sans compter encore le blanchiment d'argent qu'on a laissé entrer dans notre pays, c'était inadmissible. Hein? C'est pourquoi tout ça aujourd'hui, et c'était bien sûr la demande sociale des Sénégalais. Les gens voulaient effectivement qu'on arrête ces histoires-là. Tout à fait. Et fondamentalement, moi je dis aujourd'hui, avec ce nouveau pouvoir, vraiment il y a espoir. Parce que aussi, vous savez, il y a quelque chose que le président Diomaye a dit brutalement qui m'a beaucoup marqué. C'était quoi? C'est de dire qu'il faut que d'abord les dirigeants soient honnêtes. Parce que le problème, c'est pas seulement que on va vous contrôler pour que vous travaillez. Non, on n'a pas besoin de vous contrôler pour que vous travaillez. Mais il faut que vous qui êtes nommé directeur, vous qui êtes nommé effectivement président de conseil ou tel, vous qui êtes nommé tel ou tel, mais vous devez regarder sur vous-même, regardez-vous sur un miroir, que vous n'avez aucun droit de faire détourner ou bien de faire tourner ou bien de faire désorienter les deniers de l'État. Ça, chaque Sénégalais qui est mis devant effectivement comme poste de responsabilité il ne doit pas attendre qu'on ait effectivement à le contrôler. Si lui-même, il doit être honnête avec lui-même. Et moi, quand je regarde le président Diomaye, véritablement, je vois le président Léopold Sédar Senghor en lui. Je vois le président Abdou Diouf en lui. Parce qu'en réalité, mais dites-moi, où est-ce qu'Abdou Diouf a construit une maison ici au Sénégal? Vous ne le verrez pas. Dites-moi, où est-ce que Senghor a construit une maison? Vous ne le verrez pas. Ces gens-là, moi, si je rencontre les anciens effectivement du président Senghor, vous allez ici vers les SICAP. Vous allez voir un ancien ministre qui a une maison simple vers les SICAP. Vous n'allez pas voir R+18 ou R+17. C'est comme si les gens-là, c'est de petits diables-là, ou bien des terrains partout au Sénégal. Des terrains, pourquoi faire? Oui, tout à fait. Il faut qu'on arrête. Des immeubles. Il faut que nous, les intellectuels, les cadres du Sénégal, il faut qu'ils soient honnêtes et sérieux. Parce que nous devons donner le bon exemple, parce que fondamentalement, il y a nos petits-fils, nos enfants qui sont derrière et qui nous regardent. Et si on les laisse ce format de legs-là, ça c'est pas normal. Ouais. D'aller effectivement prendre illégalement l'argent d'autrui pour en faire une richesse, ou bien d'aller faire effectivement donc des détournements en plus. Non. Il faut que les gens s'arc-boutent sur l'excellence. Okay. L'excellence, c'est quoi? C'est lui qui aura fait effectivement donc eu ses diplômes du COP jusqu'à la licence, jusqu'à la maîtrise, et sortir effectivement avec un plan de carrière bien déterminé pour être directeur, ministre et par la suite président de la République. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, c'est le moment de la révolution, et d'ailleurs certains ne veulent pas que cette révolution aboutisse.
d'où d'énormes problèmes avec le nouveau régime. Alors, après 15 mois à la tête du pays, quel bilan tirez-vous de la gouvernance du tandem Diomaye-Sonko, notamment en ce qui concerne les promesses de rupture et de la souveraineté souvent évoquées pendant la campagne? Oui, le bilan tiré, c'est un bilan satisfaisant, parce que, bien sûr, ce n'est jamais du tout facile. Et quand vous venez d'arriver au pouvoir et vous voulez opérer une rupture totale, c'est jamais du tout facile. On peut comprendre que la rupture a démarré. Et la rupture a démarré rien que quand vous voyez qu'on a ce qu'on appelle la séparation de pouvoir qui sont complètement nets. Vous avez vu que pas trop longtemps, le président Ousmane Sonko a été condamné. Ça veut dire que ces gens-là, on les a laissés effectivement faire le travail convenablement. Ouais, l'Assemblée nationale, avec le président El Malick, a fait son travail. La présidente de la République a fait son travail. Donc il y a la rupture véritablement qui est observée au niveau des institutions. Elle a sonné, la rupture. Ah oui, la rupture, elle a sonné. La rupture, elle a sonné véritablement après la mise en place de gouvernementale, l'évaluation des politiques publiques, la définition donc de l'orientation du Sénégal, qui est le plan Sénégal Horizon 2050. Alors désormais, nous tous nous regardons sur le Sénégal Horizon 2050. Et que désormais, ce n'est plus le Sénégal qui est le pays qui va quémander. Non, ce n'est plus ce pays-là. C'est le pays, effectivement, avec ce qu'on appelle le développement endogène. Le développement endogène, c'est quoi? Qu'on fasse tout pour que qu'on travaille le maximum qu'il faut travailler. Comme disait le président Abdoulaye Wade, il faut travailler encore et toujours travailler. C'est-à-dire que c'est à nous maintenant de créer des industries. C'est à nous de nous battre maintenant, effectivement, donc de tout faire pour que notre agriculture, effectivement, puisse prendre l'envol. C'est à nous de nous battre, effectivement, donc, pour véritablement que notre élevage et tout ça puisse prendre l'envol. Et ça, c'est ça qu'on appelle le développement endogène. Okay. Et on a ces potentialités-là, monsieur le maire? Non, bien sûr, on a ces potentialités-là. Il suffit seulement de s'organiser. Parce que il manquait une politique... Non, il manquait cette volonté politique. Cette hargne qu'il faut mettre sur les Sénégalais. Le Sénégalais, par essence, c'est un bagarreur. Le Sénégalais, quand vous le mettez en Europe, mais vous partez en Europe, ils vous disent que les Sénégalais, ils travaillent mieux ici. Tout à fait. C'est parce que quand ils sont dans leur pays, mais si vous ne leur donnez pas du travail et que vous ne donnez pas la ligne directive à suivre, mais bien sûr, chacun restera à son petit coin à bas du thé, en pensant qu'effectivement que donc c'est le Tok Mouidor. Non, c'est pas le Tok Mouidor. Chaque Sénégalais aujourd'hui doit se réveiller et se dire que je ne dois pas rester une journée sans autant aller travailler au moins 100 francs. Si vous devez avoir un kiosque pain que vous devez mettre là-bas sur place, que vous devez vendre le pain le matin pour que au moins dans la journée vous descendez avec 150 francs, vous ne perdez pas. Vous travaillez pour le Sénégal et vous travaillez pour vous-même. Donc la rupture, c'est ça. C'est-à-dire que chaque Sénégalais sache que nous sommes dans ce qu'on appelle le développement endogène. Nous sommes dans ce qu'aujourd'hui chacun essaie effectivement de tout faire pour que effectivement d'avoir un terrain pour aller effectivement donc véritablement aller vers l'agriculture, d'aller effectivement donc vers l'élevage, d'aller effectivement donc vers la pêche, et tout ça pour essayer d'aller vers l'industrialisation. Et ça permettra effectivement donc au pays d'avoir assez de recettes. Et si le pays a assez de recettes, nous n'avons pas besoin d'aller effectivement aller compléter notre déficience budgétaire pour aller effectivement en Europe pour aller faire des prêts à n'en plus finir. Et c'est ça la rupture. Vraiment, moi je dis que l'axe qui est pris par effectivement donc l'horizon Sénégal 2050, c'est un axe primordial où effectivement donc ce développement endogène, renforcer effectivement donc les positions effectivement donc du Sénégal avec la relation avec le bon voisinage, faire tout pour qu'entre le Sénégal et la Mauritanie qu'il y ait des échanges, le Sénégal et la Gambie la même chose. Et ça fondamentalement, moi je dis que nous sommes sur le bon axe. Nous sommes sur le bon axe. Il est temps de laisser d'aller commander à l'extérieur ou bien d'aller laisser effectivement certaines puissances venir nous dicter leurs lois en prenant nos ressources. Et ça quand même, moi je pense que vraiment c'est la rupture. On voit que même les contrats gaziers, pétroliers ont été renégociés. Et aujourd'hui, ceux qui étaient là, ils exploitaient effectivement la mer et prenaient nos poissons. Mais regardez, quand le président Diomaye est venu, tout ça a été arrêté. Et on a vu que véritablement... Avec les accords de pêche, de l'Union européenne. Alors, mais tout ça a été arrêté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal commence à se retrouver. Et c'était ça le Sénégal. C'était ça. Et ce Sénégal, c'était le Sénégal de Mamadou Dia. Le président Mamadou Dia, ce qu'il disait, il disait qu'on doit aller vers un développement endogène.
créer des coopératives d'habitat, permettre effectivement dans chaque région qu'il y ait des cultures, qu'il y ait effectivement donc cette agriculture-là qui vient. Et le ministre Mabouba Diagne, mais véritablement, mais on le félicite. Hein? Voilà l'engouement qu'il donne aux agriculteurs qu'aujourd'hui, regardez au Sénégal, il y a assez d'oignons. Tout à fait. Hein? Il y a les affaires commencent à revenir, et puis c'est ça. Et si on continue comme tel, le Sénégal va commencer à exporter. Oui, on a même constaté que cette année, il n'y a pas eu de flambée des prix. Voilà. Hein? Et puis regarde, les le prix ministre. sont stabilisés. Non, regarde ce que le ministre de l'Industrie a dit. Il est temps de remettre, comme on avait fait avec la Sonadis, hein, de contrôler les prix, de les stabiliser. Hein, parce qu'en son temps, finalement, on ne contrôlait plus rien. Même le petit boutiquier qui était à côté de toi, aujourd'hui, le lait, il le vendait à tel demi-lama. Non. Maintenant, chacun est gardien de ça. Chaque Sénégalais est gardien de ça. Parce qu'en réalité, il y va effectivement dans notre pouvoir, effectivement, donc, véritablement d'achat. Et donc, moi, je dis qu'en tout cas, le pouvoir en place, véritablement, on les félicite. Et si on continue à croire en nous-mêmes, parce que la réalité, c'est de croire en soi-même. La réalité, c'est pas parce que les Asiatiques, ils ont cru en eux-mêmes. En eux-mêmes, tout à fait. Et bon, il ne manquera pas un temps où ça va être dur. Ah, bien sûr. Je suis d'accord avec le président Diomaye quand il dit vous avez commandé un plat salé. Ah, il faut que chacun d'entre nous aussi se prépare à se dire que ce sera plus effectivement donc du donner ou bien d'aller effectivement d'attendre l'Europe effectivement pour avoir quelque chose. Non, c'est à nous de nous battre. Chacun doit serrer la ceinture. C'est ça la réalité. Tout à fait. Voilà. Alors, certains observateurs estiment que le partage du pouvoir entre le président Diomaye et le Premier ministre Ousmane Sonko crée une forme de dualité au sommet de l'État. Selon vous, ce binôme est-il un atout ou un risque pour la stabilité institutionnelle du pays? Non, vous savez, j'ai l'habitude de dire quoi, c'est un atout fort. C'est un atout fort que nous avons. Okay. Le président de la République, je pense que il a beaucoup à faire que effectivement donc de s'occuper du gouvernement. Parce que le gouvernement, il y a un premier ministre qui s'occupe du gouvernement. Et c'est ça le Sénégal. Le Sénégal dans son temps, moi je suis socialiste. Les textes sont très clairs. Pourquoi on a mis un premier ministre? C'est pas gratuit. On a mis un premier ministre pour que ce premier ministre puisse coordonner l'action gouvernementale. C'est ça le premier ministre. Et véritablement, le président Diomaye a donné effectivement donc un pouvoir de plus simple au président Ousmane Sonko pour pouvoir faire son travail convenablement. Et c'est ça la réalité. Il faut que chaque ministre soit contrôlé, chaque ministère soit contrôlé. Il faut que les programmes de développement, les programmes de finance à la base soient contrôlés. Et là, pour ce faire, qui doit le faire? C'est le premier ministre qui doit contrôler tout ça. Et c'est le premier ministre qui doit être au devant de la scène sur tout ce qui est action de terrain sur l'État du Sénégal. Et véritablement, le président Ousmane Sonko, bien sûr, on le félicite. Le Premier ministre, il est en train de faire un très bon travail. Ah oui, avec tout ce qu'il a posé comme acte déjà, vraiment, nous en sommes vraiment très satisfaits. Véritablement, moi je dis qu'il ne peut pas y avoir de dualité. Au contraire, il faut comprendre que, je le dis à tout un chacun, à chaque Sénégalais, il faut comprendre une chose. Ces gens-là ne sont pas des politiciens. Ils sont quoi donc? Ces gens-là, c'est des administratifs. C'est des gens qui sont sortis de l'ENA. Ce ne sont pas des gens qui sont des politiciens, qui essaient effectivement de faire des calculs politiques à n'en plus finir. Non. Eux, c'est des fonctionnaires. C'est des gens qui sont sortis de l'ENA et qui sont au niveau donc des impôts et domaines. Tout à fait. Et ils connaissent très bien comment l'administration fonctionne. Comment redresser un pays, hein? Comment faire un redressement fiscal et tout ce qui s'ensuit là. Tout à fait. Ah non. Ces gens-là, c'est des gens qui amènent l'argent. Qui, durant tout leur parcours, ils n'ont fait que effectivement faire rentrer de l'argent au Sénégal. Mais vu la posture du Premier ministre Ousmane Sonko, est-ce que les premiers ministres d'alors jouaient véritablement leur rôle? Non mais écoutez, l'histoire, pourquoi aujourd'hui Ousmane Sonko marque beaucoup de gens, c'est parce que le Premier ministre a quitté de jouer son rôle depuis le Premier ministre Habib Thiam. Tous les premiers ministres qui sont passés par là, ils ont été sous le joug du président de la République. Okay. Mais avec le Premier ministre Habib Thiam et Abdou Diouf, mais tout le monde savait qu'il y avait une rupture. Il y avait le Premier ministre Habib Thiam qui était là, qui travaillait avec le ministre des Finances et tout ça. On avait là ces gens qui tournaient. Qui jouaient son véritable rôle. Là, vous ne sentiez pas le président Abdou Diouf. C'est quand il avait des cérémonies que vous voyez le président Abdou Diouf sortir.
où effectivement donc les lettres d'accréditation et tout ce qui s'ensuit au niveau international, là, c'est le président qui vient. Mais en ce qui concerne le travail sur le terrain, non, du temps du Parti socialiste, c'est le Premier ministre qui doit effectivement faire son travail. Mais pourquoi les Sénégalais critiquent trop le Premier ministre Ousmane Sonko? Non, mais vous savez, quand les gens ont une habitude, et véritablement, ça fait des années, je vous dis, ça fait 20 ans, moi, le Sénégal, la rupture du Sénégal, c'est à partir de 2000 que le Sénégal a fait une rupture administrative. C'est ça la réalité. C'était sous Wade. Sous Wade. Quand Wade est venu, c'est là où il y a eu cette rupture-là. Il a tout chamboulé. Et il a tout chamboulé. Il a confondu que lui, le Premier ministre, c'est le Premier ministre du Sénégal. Ce n'est pas le Premier ministre du président de la République. On a entendu avec Idriss Seck les problèmes qu'ils ont eu après par la suite. Tout à fait. Avec Souleymane Ndéné, même chose. Mais non. Avec même Macky Sall. Mais avec même Macky Sall. Tout à fait. Mais non, on peut pas, mon Premier ministre, on ne peut pas, ni de faxasal. Non, mënul nekk. Tout à fait. liggéeyal bu pare nga bëgg ne non doo fi liggéey wala nit ñëw ne la président premier ministre ci yow la nekk de ci yow lay fexel mais loolu mooy lan. Bien avant, je pense que même Moustapha Niasse avait été nommé Premier ministre. Mais Moustapha Niasse avait nommé Premier ministre, mais sur des coups de trucs diplomatiques là, les gens, mais en fait, il y avait même des gens qui étaient à la présidence qu'on appelait des tops, des trucs comme ça là, hein, des gens qui étaient là-bas, on ne sait même pas ce qu'ils faisaient là-bas. Mais ici, avec Diomaye, vous pensez que vous rentrez à la présidence, ce sera comme de l'eau? Non. La présidence de la République, c'est du sérieux. On ne doit pas laisser n'importe qui entrer, n'importe qui faire quoi que ce soit. Non, pas du tout. Le président Ousmane Sonko est dans son rôle. Il est en train de faire son travail parce qu'il le sait. C'est un administratif. C'est quelqu'un qui est un sortant de l'ENA. Il connaît bien les textes. Ce que les textes disent pour le Premier ministre, ce que les textes disent pour le président de la République. Ça, il le sait. Le président de la République le sait. Le président il le laisse faire son travail et lui dit, je sais que vous allez faire le mieux qu'il saura. Mais bien sûr, le président Diomaye, tout le monde sait que aussi c'est un intellectuel assez averti. Si le Premier ministre Ousmane Sonko avait fait autre chose qui ne serait pas adéquate, mais c'est une personnalité. Ça ne lui empêcherait pas d'appeler son Premier ministre, de parler avec lui. Ah non, mais en son temps, ce qu'on avait vu, en tout cas, on ne le verra pas cette fois-ci. Que le Premier ministre et le président de la République se chamaillent dans la rue là, et comme ce qui s'entendait, oui, on a vu que oui, il y a tel ou tel ou tel. Non, ça n'existe plus. Le Premier ministre Ousmane Sonko, il est en train de faire son travail convenablement, comme le rôle de Premier ministre. Le rôle de Premier ministre, c'est véritablement coordonner l'action gouvernementale et voir les programmes, effectivement, donc, les contrôler, voir est-ce que, effectivement, donc, les exécutions de ces programmes ont été faites ou non. Et ça, c'est ça qu'on attend d'un État. Et véritablement que le gouvernement fonctionne. Que le président de la République met un gouvernement et met à côté 50 agences ou 100 agences. Et lui, il a son gouvernement à côté, lui aussi. Non, ça n'existe plus. D'ailleurs, toutes ces agences-là, il faut voir, tous ces gens vont disparaître. Parce qu'en son temps, on a eu constaté que c'est les agences qui travaillent mieux que les ministères. Maintenant, tout ça va s'arrêter. Et les agences-là étaient tous logés au niveau de la présidence de la République. Okay. Si vous regardez le président de la présidence, vous allez voir que des agences. D'ailleurs, certains disent que ce sont des agences qui avaient été créées pour loger des clientèles politiques. Mais c'est tout simplement ça. Okay. Tout simplement ça. Nous, à l'Assemblée, on a demandé à ce que toutes ces agences-là soient enlevées. On a demandé à ce que vraiment le budget de la présidence qui était trop élevé, gonflé par ces agences-là, et des commissions de tel ou tel, mais qu'on les enlève. Ces agences ne peuvent pas être là, et que l'État est là, et l'agence joue le même rôle effectivement qu'une direction. Tout à fait. Non, il faut arrêter ça. Ok. Alors, il nous reste peu de temps. Attaquons directement le rabat d'arrêt qui fait l'actualité poignante de cette semaine. Alors, le Conseil constitutionnel a rejeté le rabat d'arrêt introduit par Ousmane Sonko, confirmant ainsi sa radiation des listes électorales. Quelle lecture faites-vous de cette décision sur le plan politique et juridique? Oui, c'est vrai que moi-même personnellement, c'est une question extrêmement gênante parce que je suis de l'ordre judiciaire en même temps aussi. Et ce que je vais dire, c'est qu'il faudrait que d'habitude que le pouvoir judiciaire puisse coordonner avec le pouvoir exécutif. Et c'est extrêmement important. Il faut que ces deux pouvoirs se parlent. Parce qu'en réalité,
au niveau de la Cour suprême, quand vous avez un dossier comme le dossier du Premier ministre, qui est le chef de l'exécutif, moi je pense que c'est une affaire signalée. On a l'habitude d'appeler chez nous une affaire signalée. Et cette affaire signalée-là, il faut faire très attention sur ces traitements de dossiers-là. Parce qu'en réalité, si vous risquez effectivement donc d'en faire un autre traitement, ça peut créer des conséquences désastreuses. D'ailleurs, on évite toujours à ce que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire se rencontrent. Parce que quand ils se rencontrent effectivement sur le terrain, c'est pas bon. Ça décrédibilise effectivement donc l'État du Sénégal et ça décrédibilise la nation. Et même c'est la nation qui a un problème. Vous voyez déjà, cette question gêne tout le monde. Ça gêne tout le monde. Parce que tout simplement, cette histoire-là, c'est une histoire purement politique. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est le président Ousmane Sonko, le président Macky Sall en son temps voulant bloquer le président Ousmane Sonko. Tout le monde sait qu'ils ont collé cette histoire d'Adji Sarr et après par la suite ils ont collé cette histoire de Mame Mbaye Niang. Mais de cette histoire de Mame Mbaye Niang, et tout le monde sait qu'au-delà de cette histoire de Mame Mbaye Niang, mais la modification du code électoral en introduisant des dispositions qui éliminent des candidats, déjà tout le monde savait que c'était ça. Donc moi je dis que les magistrats, bien sûr, ils ont suivi comme nous tous, qu'en réalité, cette histoire, c'est un montage de toutes pièces. C'est un montage, c'est tout le monde avec ce dossier de Mame Mbaye Niang, c'est un dossier qui a été monté de toutes pièces. Et pour moi, peut-être que, je dis qu'au niveau de la... Je ne sais pas quelles sont les dispositions donc, de la loi par rapport à ça, mais si j'étais à leur place, véritablement au niveau de la Cour suprême, et que c'est la Chambre réunie, j'aurais préféré renvoyer ce dossier-là au niveau donc, de la Cour d'appel de Dakar pour la réouverture des débats. Parce que tout simplement, qu'en réalité, ce dossier, c'est un dossier politique purement monté. Et c'est monté par l'ancien régime. Ça, tout le monde le sait. C'est monté par l'ancien régime. D'ailleurs, lui-même, Mame Mbaye Niang, il a pris la poudre d'escampette. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, le programme dont il gérait, ce programme-là est entre les mains des autorités. Et voilà, et ce programme-là, le programme PRODAC, on soupçonne qu'il y a des choses là-dessus. Il doit être entendu là-dessus. On ne le voit plus. Et le Premier ministre aujourd'hui, n'étant plus de l'opposition, étant maintenant du pouvoir, qu'il a effectivement donc les preuves entre ses mains. Et que véritablement, rien que ça... Il ne manquait que les preuves, n'est-ce pas? Voilà, rien que ça devrait effectivement amener mes grands collègues de la justice à faire très attention effectivement à ça. Mais quand même, moi, j'en appelle à la sérénité quand même. Parce que bien sûr, au magistrat, on ne peut pas lui reprocher d'avoir effectivement donc pris une décision. Et on ne peut pas reprocher aussi à une personne aussi de contester la décision. Parce que aussi, chaque Sénégalais a le droit de contester une décision effectivement de justice. C'est ça la réalité. Alors, mais moi, j'invite vraiment l'exécutif et le judiciaire à s'unir autour de l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est le développement du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, disons-le, c'est un peu gênant. Le président Ousmane Sonko qui était parti en Chine se battre, effectivement, et il a eu beaucoup d'accords là-bas et a amené des milliards pour le Sénégal et tout ce qui s'ensuit. Qu'on en arrive à des histoires de condamnation politique. Il ne faut pas qu'on décourage ceux qui sont en train de se battre. Alors, quand le Premier ministre Ousmane Sonko dénonce aujourd'hui les tares du système judiciaire qu'il combat depuis toujours, une question se pose. Soit que la justice est enfin libre, n'est-ce pas, et incontrôlable, soit qu'il n'arrive pas à la réformer. Que dites-vous sur ces deux cas de figure? Non, disons, la justice n'a pas changé d'épaule. Parce que moi, je suis dans la justice. Au contraire, aujourd'hui, la justice a été libérée. La justice a été libérée. Peut-être qu'on demanderait effectivement donc à la magistrature de mieux ouvrir les yeux. Que dans ce Sénégal où nous sommes maintenant, c'est le grand changement. Le grand changement, c'est quoi? C'est la justice dans sa véritable peau. C'est quoi? Certains dossiers, en son temps, on savait que c'était des dossiers qui étaient maquillés. Ça, tout le monde le sait. Ces histoires de dossiers maquillés-là, il faut que les gens ouvrent bien les yeux. Parce que le président Ousmane Sonko, il a vu toutes les couleurs au niveau de la justice. On a essayé d'enlever son nom au niveau des listes électorales. Et là, on l'a fait à Ziguinchor. Le juge de Ziguinchor a refusé. On l'a fait à Dakar. Le juge de Dakar a refusé. Tout ça, effectivement, font qu'aujourd'hui, ce qu'on demande à nos
nos amis les magistrats, c'est d'ouvrir bien les yeux, parce qu'aujourd'hui il y a un grand changement. Et ce grand changement indique de bien sérieux certains dossiers qui sont des dossiers politiques. Et ces dossiers-là, c'est important qu'on le revoie. Pour autant, bien sûr, ça ne veut pas dire que l'exécutif n'a pas la même mise sur le judiciaire. Si, bien sûr, il y a un garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est là sur place, qui surveille effectivement donc l'ensemble des procédures et qui surveille l'ensemble des juridictions, parce qu'en réalité c'est le chef effectivement, donc véritablement c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui véritablement contrôle l'ensemble de ces juridictions là. Bon, alors lui il surveille, il regarde tout le fonctionnement de la justice, parce que tout fonctionne normalement, parce qu'en réalité toutes les juridictions fonctionnent convenablement. Peut-être un dossier, bon, pendant effectivement devant la Cour suprême, le traitement qui a été fait peut-être n'a pas été un traitement adéquat, mais ça peut-être bien sûr c'est comme les anciens gardes des Sceaux avaient l'habitude de le faire, c'est véritablement d'appeler effectivement donc à une séance de pouvoir se concerter et de regarder mieux, comme je disais tantôt, parce qu'entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers, il faut une coordination de ces pouvoirs-là pour pouvoir évacuer ces dossiers-là. Parce que si vous évacuez ces dossiers, vous, de la justice, sans pour autant effectivement donc être en phase effectivement avec l'exécutif, ça peut créer des dégâts incommensurables. Et là en ce moment aussi, ce ne serait pas intéressant. C'est comme si bien sûr l'exécutif aussi mette une empreinte effectivement donc au niveau de la justice, ça peut créer des dégâts insupportables, parce que c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Et la justice avait été manipulée, ça tout le monde le savait, que le président Macky Sall et véritablement donc le régime qui était là sur place. Et ces gens-là, ils avaient une mainmise sur la justice. Parce qu'on a vu comment quelqu'un pouvait très rapidement être effectivement donc collé un motif, rapidement mis sous mandat de dépôt et rapidement effectivement jugé. On a vu que le dossier de Mame Mbaye Niang, en un laps de temps, c'est un dossier qui a été évacué en moins de 6 mois. En si peu de temps. En si peu de temps. Alors que tout le monde sait qu'au niveau de la justice, quand votre dossier rentre là-bas sur place, quand vous faites appel, rien que l'appel va prendre 1 an. Tout à fait. Alors, on a compris que c'est tout là qui a des trucs. Donc, c'est pourquoi je dis que véritablement que l'exécutif, en tout cas, et le judiciaire se parlent, et c'est important. C'est important. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons honorable Malick Kébé, ancien député de la 14e législature, 2e adjoint au maire des Parcelles Assainies, présentement, et président du mouvement Horizon Sénégal, n'est-ce pas? Alors, depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, on observe de nouveaux rapports de force au sein de la classe politique sénégalaise. Comment analysez-vous cette recomposition et le repositionnement des anciens partis traditionnels? Oui, mais est-ce qu'il y a une recomposition? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que de recomposition. Tout ce qu'on peut constater, c'est que le PASTEF a tout raflé et a tout gagné. Et là, donc, le président de la République et le Premier ministre, ils sont à l'aise. Moi, j'ai pas vu. Pour le moment, je ne vois pas une opposition regroupée. Ce que je vois, c'est des tirs, effectivement. Des individualités? Voilà, je vois des individualités, véritablement. Mais je n'ai pas vu véritablement de partis sérieux qui est en train de faire un travail sérieux. Je n'ai pas encore vu ça. Vous minimisez les Thierno Alassane Sall, les Thierno... Ah non, je n'ai pas vu, vraiment. Parce ce ne sont pas des opposants? Non, parce qu'en fait, il ne faut pas être dans le sens de critiquer des sujets déterminés de gauche à droite. Il faut être dans le sens de critiquer des programmes. De parler des programmes que l'État donne. Il saute sur la moindre occasion. Mais il ne faut pas être là sur des trucs de bas étage que vous-même vous savez. Parce qu'il y a des questions, moi j'ai l'habitude de dire, il y a des questions qu'il ne faut jamais politiser. Il y a des questions où l'opposition et le pouvoir doivent être en phase avec. Surtout les questions diplomatiques. Moi ça me gêne que la diplomatie sénégalaise qui doit s'exercer à l'extérieur, que nous qui sommes là sur place, on se dit une certaine opposition, on critique la diplomatie sénégalaise. Alors que si toi tu sors, tu seras dans la même diplomatie sénégalaise. Parce que tu es sénégalais. Quand tu vas effectivement aller à l'extérieur, tu incarnes la diplomatie sénégalaise. Tout à fait. Donc c'est ça. Donc ces questions-là, il ne faut pas en parler.
Donc, des questions, même, j'ai vu même sur des histoires de véhicules, les gens se mettent à râler, alors que, vous savez, à qui on donnera le pouvoir ici. Quand vous allez venir, vous saurez qu'il y a des commodités qui appartiennent effectivement donc à l'État et que vous allez effectivement respecter ces commodités. Moi, ce que je leur dis, ceux qui effectivement se parlent effectivement comme étant de l'opposition, je leur demande d'aller recadrer leur parti. D'aller recadrer leur parti, de refaire leur parti. Parce qu'au Sénégal, nous avons plus de 380 quelques partis. Et ces partis, la plupart des faits, sont dans l'illégalité totale. Le président de la République l'a dit tout récemment. Il faudrait que les gens se retrouvent effectivement dans des idéologies que les gens puissent comprendre. Vous êtes quoi? Vous êtes socialiste? Vous êtes libéral? Vous êtes nationaliste? Vous êtes quoi? Au moins qu'on sache vous, qu'est-ce que vous êtes exactement. Que vous ne soyez pas une individualité à être là, à critiquer tout simplement les gens. Et on vous donne la radio, vous pensez que ce que vous dites là, véritablement, ça nous égaye. Non, ça ne nous égaye pas. Ça ne nous égaye pas. Moi, ce qui va m'égayer, qu'un parti politique, que vous mutez carrément en parti politique, et que vous allez dans votre bureau politique et vous critiquez un programme du gouvernement. Tel programme, nous estimons que ce programme-là, effectivement, peut causer des dégâts sur tel. Parce qu'il y a tel. Il y a l'hivernage qui approche. Au lieu de se rapprocher, effectivement, donc, des zones, effectivement, donc, pluvieuses, pour voir quels sont les problèmes, moi, je pense que c'est ça qui prime. Mais de sauter à l'occasion où le Premier ministre sort, ah non, on tape sur lui. Ou tel sort, on tape sur lui. Non, je pense que ça, si on doit continuer comme tel, ça ne vous grandira pas du tout. Et ça ne grandira pas une opposition. Moi, je dis que ça, c'est pas une opposition. Pour moi, une opposition réelle, c'est une opposition où, en son temps, le PDS sortait effectivement donc des communiqués. Vous voyez, le Parti socialiste sortait des communiqués, des LD, tout ça. Mais maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui, vraiment, moi, je n'ai pas encore vu vraiment une opposition sérieuse où effectivement les gens sont dans une ligne effectivement donc de critique de programme gouvernemental. Mais ce que je vois, c'est des attaques personnelles, des attaques véritablement donc d'une action que le Premier ministre sort ou que le président sort, les gens attaquent de gauche à droite. Non, je pense que ça quand même. Moi, je ne l'appelle pas une opposition. Est-ce que ça a fait leur affaire au moment où les réalités politiques ont changé? Les attaques personnelles que l'opposition est en train de faire, est-ce que ça fait leur affaire? Non, moi j'ai pas vu que bon, peut-être ils seront dans ce que j'appelle le ramassis. Peut-être bon, parce qu'au Sénégal aujourd'hui, tout le monde est acteur politique. Il faut parler de programme maintenant. Et au Sénégal aujourd'hui, tout le monde est acteur politique. Il faut nous dire des programmes. Il ne faut pas être là véritablement à critiquer effectivement donc oui parce qu'on a arrêté telle personne, oui, et vous qui criez hier sur effectivement la réduction des comptes, vous mettez maintenant en contresens en disant que oui, la personne qui a été arrêtée, c'est pas normal parce que tel ou tel, alors que non, alors que vous-même, si vous étiez là, vous allez l'arrêter. Tout à fait. Il faut que les gens effectivement s'en retiennent et se ressaisissent. Okay. Parce qu'en réalité, la loi c'est la loi. La loi n'a jamais changé. Okay. Les lois, comme j'ai l'habitude de dire, les lois c'est les hommes qui la font, mais c'est les hommes qui la défont. Quand on vous demande de critiquer un programme, vous critiquez une personne, vous êtes en train d'attaquer la personne. Okay. Si vous insultez des gens aussi, vous êtes en train effectivement donc, de vous fourrer le droit au devant donc, du code pénal. Il faut pas il faut respecter effectivement donc, les gens. Mais traiter des gens effectivement donc, de n'importe quel truc, là en ce moment, vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Et là en ce moment, la personne a le droit à porter plainte contre vous. Tout à fait. Oui, mais si vous êtes véritablement un parti politique organisé, que vous sortez un communiqué, en disant que bon, nous avons observé le communiqué du gouvernement, mais sur tel programme, nous ne sommes pas d'accord, nous estimons que ça et ça et ça. Là, à ce moment, le Premier ministre peut sortir pour vous répondre, ou bien le service de communication du gouvernement pour vous répondre. Et c'est ça qui fait avancer un pays. Tout à fait. Mais il ne faut pas pousser les gens à insulter les gens. Ça, c'est pas bon. Vraiment, moi, j'ai mon ami Bachir Fofana que j'aime très bien. C'est mon ami, c'est mon jeune frère. Mais il a fait une erreur. S'il avait rectifié très rapidement en disant que, écoutez, là, je rectifie parce que j'ai fait une erreur. Ce que j'ai dit sur le président, on m'a induit en erreur. Là, très rapidement, même faire une note adressée à M. le président Malick Ndiaye, on l'aurait oublié. Mais malheureusement, il y en a qui étaient derrière, qui disent ah non, Bagnal, t'es juste comme ça. Non, les Sénégalais sont comme ça. Et puis, c'est pas intéressant. Donc, moi, j'ai dit en tout cas, véritablement, retournons à l'orthodoxie et retournons à l'organisation donc, des partis politiques.
et les partis politiques peuvent effectivement donner leur avis sur le fonctionnement de l'État. Mais une seule personne, on a l'impression que le parti c'est une seule personne. C'est la personne là qui parle, les autres là on les entend même pas. Véritablement. Ok, le tout dernier point, monsieur Kébé, sur la dette publique du Sénégal. Le président Diomaye Faye a hérité d'un niveau de dette publique important. Quelles sont, selon vous, les mesures prises depuis son arrivée pour contenir ou restructurer cette dette? Et sont-elles suffisantes pour garantir la soutenabilité budgétaire à moyen terme? Oui, bon, vous savez, moi, en venant, j'ai amené un document sur effectivement la stratégie de réduction de la dette. Parce que là, en étant à l'Assemblée nationale, il y a le ministre des Finances, Amadou Moustapha Ba, qui nous parlait toujours de la dette, parce que nous, on est toujours inquiets sur la question de la dette. Tout à fait. Bien sûr, mais il nous disait que la dette, effectivement, donc, elle transcende les générations. Et il nous a fait savoir qu'en réalité, la dette ne date pas d'aujourd'hui. La dette, vous voyez une dette qui a été contractée donc, du temps d'Abdou Diouf, et effectivement qui transcende les régimes politiques jusqu'à arriver. Il disait qu'il y a des dettes qu'on devait payer en 2026. Ouais. Alors en réalité, cette politique effectivement d'endettement du Sénégal découlait bien sûr des déficits budgétaires que nous avions et qu'on n'avait pas assez effectivement de ressources effectivement pour gérer nos pays. C'est tout simplement ça la dette. Et cette dette-là, on ne peut pas s'en passer. On est dans l'obligation jusqu'à... Bon, vous savez que déjà le régime passé, le régime du président Macky Sall, a tellement contracté de dettes et a tellement effectivement donc mis de chantier donc dans ce pays. Finalement, tout l'ensemble de ce que les gens voient ici, ce ne sont que des programmes de dette. Ce ne sont que quand on vous dit que oui, vous avez fait le BRT, vous avez fait tel. Mais tout ce que vous avez fait, mais c'est basé sur effectivement donc sur un tableau de dette. Et c'est ça la réalité. Tout à fait. Alors maintenant, il faut faire deux choses. Soit vous voulez construire des programmes de développement, vous vous endettez à mort pour construire des programmes de développement. Soit effectivement vous voulez faire un pays avec avancement réglé en contrôlant effectivement la dette. Et aujourd'hui, le président Diomaye est dans cette dynamique. La dynamique de contrôler la stratégie effectivement de gestion de la dette à moyen terme. C'est ça. Okay. Et là, pour ce faire, il faut contrôler l'ensemble des programmes qui sont là sur place, voir effectivement ces programmes-là, comment effectivement donc en faire pour que véritablement la dette soit contrôlée. Donc en réalité, la dette effectivement bien sûr est contrôlée. Bon, on n'y peut rien. Cette dette-là, on l'a dit, les programmes de développement, la plupart donc de ça, c'est effectivement à l'aide de la dette qu'on puisse effectivement s'en sortir. Mais en réalité, il faut essayer de diminuer parce que le Sénégal était arrivé presque à 113% de la dette. Ça, c'était la catastrophe. Hein? Et là, les autorités qui étaient là nous avaient tout caché en nous parlant de 70%, 73%. Nous étions à l'Assemblée, nous on nous disait ça, nous on pensait que tout était contrôlé, alors que c'était complètement faux ce qu'ils se disaient. Alors maintenant, bien sûr, on espère sur ce nouveau régime pour essayer de contrôler tout ça. On espère sur ce que le président Ousmane Sonko a dit avant-hier, qu'il va y avoir trouvé effectivement donc un plan de redressement et effectivement donc pour voir comment essayer de régler tous ces paramètres-là, quoi. Alors il faut que le Sénégal revienne à l'orthodoxie parce que nous étions allés trop loin effectivement au plafond de la dette. Alors il faut que véritablement qu'on essaie de maîtriser ça et qu'on essaie donc de bloquer cet endettement-là et éviter moins d'aller vers l'endettement extérieur qui nous coûte très cher avec véritablement des pourcentages trop chers. Et ça vraiment, en tout cas, tous nos encouragements au nouveau gouvernement et tous nos encouragements au président Diomaye. Moi je dis, il faut que chacun d'entre nous se lève pour les encourager. Pour que véritablement, ce qui s'est passé, parce que même ceux qui étaient là, s'ils avaient connu à être là, ils seraient à un moment donné confrontés à d'énormes difficultés. Tout à fait. Le pays à un moment donné serait complètement bloqué. Parce qu'en réalité, vous ne pourrez plus avoir de dette à prendre sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Le président Macky Sall n'ayant plus à contracter, il a même créé un système de vente effectivement donc du patrimoine donc des Sénégalais. Tu vois, c'est pour dire que les gens là, ils ne cherchent que de l'argent. Malheureusement, cet argent qui était cherché,
Si c'était mis dans les programmes exclusivement, on aurait pu comprendre. Et on savait qu'il y avait de l'enrichissement à côté, quelque part, qui ne s'expliquait pas. Et véritablement, on remercie le président Ousmane Sonko. Et véritablement, moi qui étais dans Yewwi Askan Wi, les gens avaient vu juste. Et c'était ça la réalité. On avait vu qu'effectivement, il fallait arrêter ces gens-là et véritablement que le Sénégal se remet effectivement en orbite. Et aujourd'hui, disons-le, le Sénégal se remet en orbite. Véritablement, partout dans le monde entier. Quand les gens regardent le président Diomaye avec sa jeunesse, la plupart des pays sont contents. Ils se disent, ah oui, le Sénégal, quand même, c'est une démocratie assez avancée. Tout à fait. Alors, nous avons épuisé complètement notre temps. Votre dernier mot, M. Kébé? Bon, mon dernier mot, c'est ça. Hein. Mon dernier mot, c'est bon, d'abord encourager le régime en place, féliciter M. le Président de la République, et lui dire que véritablement, tous les Sénégalais épris de paix, tous les Sénégalais épris effectivement donc véritablement de justice, véritablement de développement. Moi, je suis un acteur de développement et d'équité. Véritablement, on lui demande de jouer de son poids pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. C'est de la même chose qu'on dit au président Ousmane Sonko, monsieur le Premier ministre, le président du parti, monsieur le Premier ministre du Sénégal, lui dire effectivement que d'être plus regardant sur les programmes du gouvernement. Et effectivement de prendre toute sa responsabilité en ce qui concerne effectivement les exécutions effectivement donc des programmes, parce qu'en réalité il faut que tout un Sénégalais soit surveillé. Et c'est le moment aussi de lancer un appel à tout le monde, aux directeurs généraux, aux directeurs, au PCA, tout ce beau monde-là qui grave pour que le Sénégal puisse aller de l'avant, d'être dans une dynamique de sérieux. Parce qu'en réalité, il faut que les gens soient sérieux, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit des gens exemplaires pour mener le Sénégal à bon port. Véritablement, moi, c'est ce que je tenais à dire. Et dire bien sûr, moi qui est dans deux institutions, dans l'appareil judiciaire comme dans l'exécutif, que véritablement ces deux institutions se parlent. Et qu'il n'y a que le Sénégal qui va y gagner. Tout à fait. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions M. Malick Kébé, ingénieur en aménagement et juriste, deuxième adjoint au maire de la commune des Parcelles Assainies, dirigé par Aboubakar Djamil Sané, ancien député de la 14e législature, président du mouvement Horizon Sénégal. Merci à tout le monde. Merci également à nos chers auditeurs, plus particulièrement à Bambiste qui nous suit de très près, au directeur de la radio Abdoulaye Diop, à Souleymane Ly, le grand technicien. Merci, à dimanche prochain pour un autre invité.